sujets symptomatiques sur 5 qui présentent des signes cliniques en faveur d'un syndrome du canal carpien est vraiment un canal carpien confirmé par EEG toujours. Alors maintenant, comment faire pour traiter ce syndrome du canal carpien? Je ne vous cache rien, toutes les interventions sont bonnes, vous avez des interventions médicales, une autre chirurgicale, mais aussi une kinésithérapie et surtout une thérapie manuelle. Bon, je vous propose cet article qui a été publié tout récemment en 2017 par Boudier et Thierry Gilbert, qui est mon professeur de neurodynamique, qui parle que quand le traitement conservateur sont proposés aux patients avec un syndrome de canal carpien, c'était un traitement conservateur plus. Ça consiste en quoi? Ça consiste à porter des attelles, donc pas mobiliser le nerf médian du tout pour ne pas avoir la douleur. Et puis les exercices spécifiques, la parafondothérapie, les ultrasons et la médication sont largement cités dans la littérature. Sur le même article, parce que ce n'était pas l'objectif, mais l'article et la recherche, qui était cadavérique bien évidemment, avait cherché à étudier l'effet de la mobilisation du nerf médian, surtout dans le canal carpien, sur le drainage de fluide au niveau du canal carpien et donc la diminution des symptômes ressentis par le patient. Voilà. On s'intéressait aussi pour voir le changement induit au niveau du canal carpien. De plus, je propose une étude randomisée contrôlée réalisée par Kim en 2015 qui avait étudié à peu près la même chose, mais en plus des exercices de glissement de tendon, plus de nerfs médians dans le canal carpien, sur l'effet qu'a ces exercices sur la prise en charge kinésithérapique ou thérapie manuelle des syndromes du canal carpien. Alors, quand on parle de la neurodynamique, il s'agit en fait de mobiliser des nerfs périphériques en général, et des médians dans le cadre du syndrome du canal carpien. Il n'y a pas très longtemps, on imaginait mal de mobiliser les nerfs périphériques, et c'était même impensable pour nous. On va faire pour mobiliser les nerfs. Et maintenant, c'est quelque chose, ces études, que ce soit sur des cadavres, des études cadavriques, ou bien en vivo avec l'apport de la technologie ultrason, et qui a montré ça. Donc mobiliser un nerf, ça reste possible, parfois façon soit mobiliser le nerf lui-même, et ça demande une bonne maîtrise de l'anatomie palpatoire, soit de mobiliser le nerf en mobilisant les articulations que va compter ce nerf, et ça c'est ce qu'on fait en neurodynamique, ou bien de mobiliser l'interface. Et ça dépend avec quoi se fait cette interface du nerf, avec les muscles, fascia, os, articulations, autres. Donc je m'adresse aux kinés qui sont présents, mais aussi aux étudiants kinés. On mobilisait, ça fait longtemps, des nerfs périphériques, on se rend compte de ça quand on proposait la mobilisation articulaire. Alors, et comme on parle de la mobilisation neurodynamique, il ne faut pas penser que le nerf flotte dans l'air ou flotte dans les liquides, non, il a un rapport avec son environnement. Et il est très important de considérer l'interface, qu'on appelle en thérapie manuelle neurodynamique l'interface. Et parfois cette interface, comme je l'avais dit, va se faire avec un muscle, parfois ça va se faire avec une articulation, parfois ça va se faire avec du tissu facial, et parfois ça va se faire avec toutes les structures qui sont là et qui vont constituer l'environnement des nerfs périphériques finalement. Je vous propose cette étude très intéressante de Bueno Garcia, qui avait, elle, étudié en fait, les changements induits dans le nerf médian et dans le canal carpien durant le traitement avec mobilisation neurodynamique, avec mobilisation spécifique des os du cap. Et comme les os du cap font partie de l'environnement du nerf médian dans le canal carpien, on s'intéressait à étudier ça. Quand on parle de la mobilisation neurodynamique, donc de la mobilisation de la mobilité des nerfs périphériques, comment ceci est possible? En fait, il y a deux mobilités à distinguer. Il y a une mobilité extraneurale, c'est la mobilité qu'a le nerf avec son environnement. Il glisse par rapport à son environnement, il est mis en tension par rapport à un muscle, une articulation du fascia ou autre. Et puis il y a une mobilité qu'on appelle une mobilité intraneurale. Ça veut dire que dans le nerf, comme vous voyez affiché, vous avez bien sûr des fibres nerveuses et des axones qui sont là et qui vont glisser les unes par rapport aux autres. Et ceci est possible grâce à la présence d'un tissu conjonctif. Un tissu conjonctif qui va entourer la fibre, entourer l'axone et entourer tout le nerf. Et ça, c'est important pour qu'il y ait cette glissement. Puis,
cette mobilité intraneurale et extraneurale est importante pour que le sujet puisse être, si j'arrive à le dire, normal. Alors, cet article publié dans le journal américain de kinésithérapie, l'association américaine de physiothérapie, publié par Top et Boy, avait lui étudié la mobilité, la tension, l'élasticité, c'est-à-dire, et la plasticité, avait étudié l'élasticité et la plasticité du nerf médian au niveau du canal carpien. Et ces auteurs ont remarqué que le nerf médian adopte un comportement élastique jusqu'à une certaine tension lorsque vous faites une flexion dorsale du poignet. Mais au-delà de cette tension, le comportement devient plastique et donc lésionnel. Et voilà, vous avez ces courbes-là. Jusque-là, c'est un comportement élastique, c'est-à-dire si vous lâchez, vous revenez, il revient à sa longueur initiale, pas de souci. Mais si vous dépassez ça, vous créez des lésions sur ce tissu conjonctif et vous allez être délétère. Alors, au-delà d'une certaine tension sur le nerf, les auteurs parlent de 15% de tension par rapport à la longueur initiale, on va être très délétère sur les nerfs périphériques parce que le nerf périphérique ne supporte pas l'esquiver. Et chaque fois on va tirer sur ce tissu conjonctif, on va comprimer ces vaisseaux et on va entraîner cette ischémie qui va être délétère et responsable de la symptomatologie que va présenter le patient. Donc Dieu, notre Créateur, avait donné une vascularisation toute spéciale à ce nerf périphérique en forme de T. Ceci permet au nerf de garder quand même une certaine circulation à l'intérieur, même avec une tension, même lorsqu'il est mis en tension, mais gardez-le en tête chaque fois qu'on va, c'est-à-dire créer une tension excessive, ceci va être très délétère pour le nerf périphérique. Qu'est-ce que c'est que les Apple-Lab neurodynamic tests? Ce sont des tests neurodynamiques. Donc, étudier cette mobilité des nerfs périphériques, on se base sur des tests neurodynamiques en clinique. Vous connaissez mieux que moi le fameux test de la SEC, proposé pour le membre intérieur, proposé pour le nerf sciatique, qui consiste en fait à mettre en tension le nerf sciatique et s'attendre à la symptomatologie. Au membre supérieur, ces tests sont plus récents que ceux proposés pour le membre inférieur. Et on parle des Apple-Lab neurodynamic tests, qui sont en nombre de 4. Ils ont été très bien décrits par David Butler, qui est un auteur en neurodynamique, et repris par Gilbert en 2001, mon professeur toujours, qui propose l'appellation de Neural Tissue Provocation Test pour parler plus d'un test de provocation qu'autre chose. Alors, comme notre sujet, c'est le syndrome du canal carpien, le test qui a été très étudié dans la littérature et que les études ont cherché de trouver une certaine validité pour la confirmation de ce syndrome du canal carpien, était l'Apple-Lab Neurodynamic Test 1, qui est un test plutôt spécifique pour le membre, pour le nerf médian, et qui va être souvent positif pour le syndrome du canal carpien. Alors, cet article de Bruno Garcia, toujours, publié aussi en 2016 ou 2017, je ne me rappelle pas très bien, a cherché à étudier la validité de ce test dans le diagnostic du syndrome du canal carpien avec comparaison EMG. Et après, la sensibilité et la spécificité ont été largement suffisantes pour parler d'un test valide. Alors, je vous parle de ce test, je le mets en image, vous avez 3 images, je commence par celle de haut à gauche. Ce sont quelques séquences de ce test neurodynamique que je suis en train de réaliser pour un patient qui est couché en décubitus dorsal. Ça consiste d'abord à déprimer la ceinture scapulaire avec une main, et ceci est susceptible de créer des tensions sur les racines nerveuses, cervicales bien sûr, pour mettre le plexus en tension. Après, avec ma cuisse droite là sur l'image, j'essaie d'emmener le bras jusqu'à une abduction de 110 degrés. Avec l'autre main, j'essaie de mettre en extension les doigts, sans le cinquième, pour qu'il y ait, peut-être avec le cinquième pour d'autres auteurs. Et en même temps, je produirai une rotation externe et progressivement, je vais chercher une extension de coude jusqu'à ce que peut-être les symptômes vont apparaître. Si rien n'apparaît, on ajoute enfin, si vous regardez l'image de bas, une inclinaison de la tête de l'autre côté, ce qui est supposé mettre plus de tension sur les racines et mettre la tension sur le nerf médian en particulier. Alors, quand est-ce que ce test est positif?
Ce test est positif, il y a plusieurs propositions. Il peut être positif quand vous comparez la mobilité d'un côté par rapport à un autre et vous avez une restriction de mobilité. Quand ce test essentiellement va reproduire les douleurs ressenties par le patient, on parle d'un test positif, et aussi quand les symptômes sont là et que vous avez déjà ajouté la délétion de la tête, vous allez tout simplement diminuer la tension d'un côté, rajouter la tension de l'autre. Si ça reproduit bien évidemment les symptômes, on peut parler d'un test positif. Alors, concernant sa fiabilité, je vais juste garder un regard sur le syndrome du canal carpien. Vous voyez que Carpal Tunnel Syndrome, la sensibilité est de 82% et la spécificité est de 75%, ce qui fait de lui un test de choix pour le syndrome du canal carpien et qui peut bien évidemment être intégré même dans la clinique médicale pour le diagnostic du syndrome du canal carpien. En guise de traitement, ce test, parce que dans le traitement on utilise le test même, il peut être utilisé dans plusieurs cas, non seulement le syndrome du canal carpien, il peut être utilisé dans les Overuse syndrome, dans les suites de Wilpage, les coups de lapin et dans les névralgies cervico-brachiales. Alors, de l'évaluation au traitement, en neurodynamique, on parle essentiellement de deux techniques. Ce sont les techniques de glissement et de tension. Sliders et tensioners, ce sont les deux techniques utilisées largement en neurodynamique. Alors, le glissement consiste en fait à faire glisser le nerf par rapport à son environnement, mais sans créer de tension sur lui. Alors que la tension consiste à étirer, entre parenthèses, le nerf et le mobiliser en tension pour augmenter la mobilité et diminuer, bien sûr, la symptomatologie présente. Alors, cet article publié par Charmant et collaborateurs en 2016 a essayé d'étudier l'efficacité ces deux techniques sur le nerf sciatique, et bien sûr sur une population saine. Il faut peut-être faire ça et étudier ça sur une population qui est symptomatique. Alors, sur les principes de traitement, il ne faut jamais méconnaître sans traitement que le tension neurale existe et que parfois cette symptomatologie peut être expliquée par cette mise en tension neurale. Alors on doit être très prudent parce que mettre plus de tension, c'est être délétère sur le nerf. Alors, dans la prise en charge effective, la neurodynamique est une partie de puzzle, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution magique, il faut l'associer à d'autres choses pour que ça soit efficace. Alors tout d'abord, on va essayer de traiter l'interface. J'imagine mal traiter un nerf en neurodynamique s'il a un contact avec l'environnement qui n'est pas normal. Et donc il faut d'abord traiter l'interface. Et ça, c'est simple. Si cette interface va se faire avec un muscle, on va proposer des techniques myotensives. Si ça va se faire avec du fascia, on va proposer des techniques faciales. Si ça va se faire avec de l'articulation, on va proposer des techniques articulaires et ainsi de suite. Après, on passe à la mobilisation du nerf. Mais on propose déjà quelques techniques, sliders, c'est-à-dire le glissement, qui ne mettent pas de tension sur le nerf, mais qui consistent juste à faire glisser le nerf par rapport à son environnement. Et puis progressivement, en fonction de la symptomatologie du patient, on va transiter vers des techniques de tension et donc d'étirement. Puis par la suite, comme James l'avait rappelé, il ne faut pas omettre de traiter ce qui existe encore, et l'œdème existe lorsque le nerf est inflammé. Et comme on est kiné, en plus d'être thérapeute manuel, il ne faut pas oublier d'intégrer ça dans le traitement kiné et travailler sur la gestuelle et la posture du patient et proposer toujours une neurodynamique, des exercices aux patients à faire à domicile, surtout si ils sont très faciles à reproduire et à faire. Donc, dans la méthodologie de traitement, on va être toujours sur le mode discontinu, il ne faut jamais posturer le nerf. Parce que posturer le nerf, ça va être délétère parce que ça va créer de l'ischémie. Il ne faut jamais posturer les nerfs et puis on fait des séries de mobilisation sous forme d'oscillation de 45 à 60 secondes pour moyenne. Alors, finalement, pour parler de l'efficacité de ce traitement neurodynamique en cas de syndrome de canal carpien, c'est pas exhaustif, il y a plein d'études dessus, je ne peux pas vous mettre toutes les études là, qui montrent l'effet positif et l'intérêt de faire recours à la mobilisation neurodynamique dans le syndrome du canal carpien, pas seul le traitement neurodynamique, associé à d'autres, bien sûr, à d'autres traitements, mais il y a plein d'études qui montrent l'intérêt. Je vous propose cette revue systématique aussi qui a essayé à étudier l'effet de la mobilisation dynamique du nerf médian dans le traitement des patients avec syndrome du canal carpien. Alors voilà, c'était ma présentation. J'espère que j'ai été dans les temps et je vous remercie énormément pour votre attention.